Je sais même pas si je suis bien coiffé, du coup. Ouais, moi j'ai trouvé l'astuce de la casquette pour plus avoir ce problème. Ouais, moi j'ai vraiment une tête de gland quand je suis en... Non, pas tant. Ah, ça va. Non, non, c'est compensé par les choses intéressantes. C'est vrai. Ouais. Il faut oser l'imperfection. Il faut oser l'assumer, ouais. Il n'y a que comme ça qu'on apprend et qu'on grandit Oui, et bien qu'on sûr. évolue. Mais hein. bon, je te raconte tout ça parce que quand même, tu fais partie pour moi des gens qui sont un peu le Jésus, quoi. Tu vois, c'est... Donc, Jesus. merci énormément, Emmanuel. Merci à toi d'être venu jusqu'ici. Ben, avec grand plaisir. Je quitte mon Lyon pluvieux pour un sud ensoleillé et c'est très très bien. Ça fait du bien. Ton Lyon. Pardon ? T'as acheté la ville avant, c'est à toi. Oui. Ah. Ça m'a coûté un petit billet. Bah, c'est la YouTube Money essentiellement. Hein. Ça gagne plus qu'on veut bien vous le dire. J'ai un tout petit jeu durant l'interview. C'est que je vais te faire piocher un mot interdit et un mot à placer. Est-ce que tu veux bien jouer à ce petit jeu ? Sachant qu'il y aura un mini-gage. Avec une enveloppe des impôts. On prend ce qu'on trouve. Scellé par huissier, évidemment. Hein, on est sur un jeu C'est sous contrôle d'huissier. qualitatif. Ah, tu mélanges. Juste un. D'accord, donc j'ai pas le droit de dire ce qu'il y a. Voilà, il faudra que tu trouves une... Ou tu peux le dire, mais tu perdras un point. Et à la fin de la vidéo, lors du montage, parce que je vais pas réussir à tout suivre, il y aura un petit compte. Si tu as perdu plus de points que tu n'en as gagné via le mot à placer, À placer. il y aura un mini gage qui sera... Faut que je me mette tout nu ou pas? Non, Ah merde. on n'en est pas là. C'est la première fois qu'on se rencontre. Peut-être une prochaine fois. J'adore me foutre à poil. moi. Ah, bah je vais revoir. Non, plus simplement, c'est réussir à placer dans une de tes prochaines vidéos artichaut et ventilateur. Pas forcément dans la même phrase, D'accord. peut-être éclaté. Ok. Voilà. Et le mot à essayer de placer, Alors. qui évidemment, tu l'imagines bien, sera pas facile. Hein, Le mot c'est faïence. magnifique. Et le mot à ne pas placer, c'était YouTube. Eh ben on démarre. J'ai pas le droit de le dire. T'as pas le droit de le dire. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots ton activité Oula. et ta chaîne ? Alors mon activité, mes activités. Moi je suis un peu multicasquette. Réalisateur, vidéaste, photographe, enseignant, consultant, journaliste. Journaliste, j'ai vu, oui. Et depuis peu, je fais aussi du coaching. J'accompagne les gens justement D'accord. qui, avec une dimension un peu thérapeutique et une dimension aussi d'accompagnement sur tout ce qui touche à la communication, à créer des outils de communication, à oser se lancer, à oser parler dans le poste, utiliser son image, créer sa légende. Ouais. Parce qu'il y a plein de gens. Toi, tu es de la génération où c'est simple tout ça, tu vois. Mais il y a Ouais, on a des outils qui sont faits pour il y a simplifier, plein de gens qui ont mon âge plus ou même moins qui sont pas forcément très à l'aise dans l'idée qui ont un peu peur de peut-être. faire du face cam, qui ont un problème avec leur image souvent, parce qu'on est dans une société qui juge beaucoup. Donc voilà, j'accompagne aussi les gens à oser, à se transformer, à se réaliser. vrai. Pourquoi la vidéo ? D'où te vient cette passion ? C'est né comment ? Alors c'est rigolo parce que moi aussi quand je fais des interviews j'ai une petite gimmick de première question où c'est justement c'est quoi le déclic, Ouais. tu vois, le truc qui m'a fait... J'aime bien savoir, oui, ces Voilà. parcours. Et alors moi je m'en rappelle très très bien, j'étais vraiment tout minot, je crois que je savais à peine écrire, je dois avoir 5 ou 6 ans. J'habitais au fin fond de la Lozère et à l'époque les news à la télévision étaient encore tournant en péloche, en Super 16. Une équipe de France 3, des journées télévisées, qui était venue faire un reportage sur la difficulté du ramassage scolaire en D'accord, zone ouais. rurale. Et du coup, j'avais à l'époque, tu vois, il y avait un caméraman, il y avait un journaliste, il y avait un preneur de son, il y avait un mec à la lumière, 5 ou 6 personnes autour de la caméra et ça m'avait fasciné. J'étais déjà pas mal accroché par la photo. J'ai commencé à faire de la photo très jeune. Et donc voilà, tout ce qui est cette espèce de mise en place de techniques, de lumière, d'objectifs, de trucs, ça m'a fasciné. Ouais. Et la fin du reportage, c'était un petit garçon qui écrivait fin sur son ardoise, parce qu'à mon époque, on apprenait à écrire sur des ardoises en ardoise noire avec de la craie. Et j'écrivais fin, je savais à peine écrire, donc j'avais fait plusieurs fois le truc et c'était de la péloche, donc c'était moteur, action, coupé quoi. Et je pense que voilà, c'est arrivé là. Après, un peu plus tard, dans l'adolescence, j'ai eu la chance de faire ce qu'on appelle un camp d'ado, une colo pour ados, quoi, où il y avait des fous furieux qui avaient déjà une caméra avec un magnétoscope. Mais tu sais, à l'époque, il n'y avait pas de caméscope, c'était des caméras branchées avec un fil sur un magnétoscope qui pesait 15 kg. C'était du Betamax, je crois. Tu sais, il y avait eu une grosse compétition à l'époque entre VHS, Betamax et V2000, que le VHS, qui était le moins bon des 3 supports, avait gagné commercialement. C'est fou, hein. Si vous voulez que je fasse des réponses courtes, t'es mal barré. Je ferai du jump cut. On fait tout ça. Qu'est-ce que tu préfères produire, toi, en vidéo ? Le type de vidéo que tu préfères faire ? Ma grande spécialité, le truc qui me fait kiffer
kiffé depuis toujours, et j'ai commencé par ça, et j'en fais toujours, et de faire des images sur la musique, en fait. Pour moi, la musique... Un clip, on pourrait dire. Donc je fais du clip, je fais de la captation de concerts en multicam. Je fête mes 30 ans de carrière cette année. Bravo. J'ai commencé en 91 à TLM, vu que t'es lyonnais, tu connais. Oui. Voilà, et j'étais stagiaire d'un grand monsieur que je salue, qui s'appelle Patrick Savé, qui m'a appris beaucoup de choses. Et à l'époque, il n'y avait pas les histoires des conventions de stage et tout ça, donc je suis rentré dans ce télé-local. Je suis ressorti, j'étais co-réalisateur. Et là, j'ai tout appris. J'ai appris à cadrer, à monter, à enregistrer une voix off, à mixer, à faire des fonds verts. T'as appris tout ton métier en mettant les doigts dedans, t'as pas fait d'école spécifique. J'avais fait une école à l'époque à Lyon qui s'appelait l'ESCOM, qui était une école privée qui coûtait assez cher, où j'ai pas appris grand chose, si ce n'est que l'école était géniale parce qu'il y avait un truc un peu à l'américaine qui était extraordinaire, c'est qu'en fait on avait l'autorisation d'utiliser les outils de l'école H24. Oui. Donc on pouvait rentrer le week-end, le soir, la nuit, on dormait jamais et avec des potes on tournait en vidéo 8. Ça c'est très bien pour pratiquer. On prenait les caméras, on allait filmer des concerts. Voilà. Et c'est passé comme ça que ça a commencé. C'est qu'un jour on allait au Transbo, filmer un groupe qui s'appelle les Toy Dolls. Le tour manager nous avait dit c'est bon, vous avez le droit, parce qu'en fait après on faisait des cassettes VHS, on les vendait sous le manteau, c'était un fanzine vidéo. À une demi-heure du début du concert, le mec il vient nous voir, il nous dit bah non, finalement vous pouvez pas filmer parce qu'il y a une vraie équipe de télévision qui arrive. Ah oui. Donc en gros c'était tu dégages. Et là au lieu d'être très en colère, j'étais quand même très en colère, mais j'ai été choper le mec qui débarquait avec ses grosses Betacam et je lui ai dit tu prends pas des stagiaires. Et ça a commencé comme ça. Saisir les opportunités. 2 mois après j'étais cadreur, stagiaire, plan large, pépère. Jazz Alien, Miles Davis, premier concert. Et après je suis touche à tout, donc il a fallu que j'ai gardé ce truc là, tu vois, j'aime le côté artisanal. Ouais, tu t'intéresses à beaucoup de choses. Faire plein de trucs. Par ma chaîne YouTube, je suis obligé de tout faire tout seul parce que c'est le principe, mais regarder un petit peu le son, regarder un petit peu l'image, travailler un petit peu les scénarios, essayer de tout regarder. J'aime beaucoup. Est-ce que tu as déjà travaillé sur de la fiction? J'ai travaillé sur de la fiction à différents postes. J'en ai produit. Quand j'étais à Lyon, justement, j'avais une boîte de production qui s'appelait Tractofilm. Et pendant une dizaine d'années, j'ai produit et coproduit de la fiction, du court, du documentaire, un petit peu. J'ai coproduit aussi quelques longs métrages. Pas loin de 40 courts métrages et une douzaine de longs métrages. Ouais. D'accord. En tant que réalisateur, j'en ai fait un petit peu, mais sur des petits trucs, genre des petits courts métrages. Pas mal en mode kino. Tu connais le mouvement kino? Oui. Et aussi en tant que chef-op. C'est des bonnes expériences dans l'ensemble? Moi j'adore ça. Je pense que le raconter une histoire, quel que soit ce que tu as à raconter, quelle que soit la finalité, que ce soit une vidéo YouTube pour parler d'une caméra ou une fiction qui va finir au cinéma, c'est de toute façon c'est raconter une histoire, c'est raconter une histoire avec des images et du son. Et je suis pas pour l'hyperspécialisation, parce que pour moi c'est faire toujours la même chose en fait, je trouve ça étouffant. C'est une sorte d'industrialisation de protocole. Au-delà de ça, il y a des gens qui ont besoin de ça, de faire dans ce toujours plus de la même chose pour s'améliorer. Et ce truc-là du geste, tu vois, qui est dans la culture de l'artisan et de l'art, répéter le geste, c'est cool aussi. Mais moi, j'aime aussi répéter mes plusieurs gestes. Voilà. Est-ce que tu penses qu'il est possible d'avoir une vidéo on va dire professionnelle dans certains corps de métier, entièrement produite et tournée et montée sur un mobile, sur un smartphone? J'aime bien cette analogie avec l'artisan. Pour moi, il n'y a pas de mauvais outils. Tu vois, il y a un dicton qui dit il n'y a pas de mauvais outils, il y a que de mauvais artisans. Enfin, moi, le premier, je parle beaucoup de matos, mais je dis aussi que c'est pas le matos qui fait l'image, tu vois. Si tu fais de la faïence, par exemple, quelle que soit la technique que tu vas utiliser, quel que soit, tu vois, tes souffleurs de verre, tes maréchal Ferrand, tes ferronniers d'art, je veux dire, personne va on ne demande jamais à un peintre avec quel pinceau il a travaillé. C'est vrai. On est dans un moment de l'histoire où la technologie va très vite, où le marketing fait qu'on a des nouveaux boîtiers, des nouvelles technologies qui arrivent tous les 6 mois. Mais c'est pas pour autant que tu seras plus créatif. L'intérêt de la technologie, c'est de la maîtriser pour pouvoir la digérer et l'oublier, tu vois. Donc moi j'utilise de plus en plus mon smartphone. Moi j'ai toujours aimé les petits bidules qui filment, tu vois. À l'époque où le standard c'était le Betacam, le Betacam SP ou le Betacam numérique, j'étais à fond encore, je disais mais l'image du vidéo 8, elle est peut-être un peu moins bonne, mais du coup, moi, ces petites caméras que je pouvais
placé un peu n'importe où, le côté caméscope de belle-mère qui dédramatise aussi, parce que là tu tournes avec un smartphone, mais moi quand j'allais filmer une interview, j'avais une Betacam sur l'épaule avec un zoom comme ça, avec de la lumière, avec tout un truc qui fait que t'avais un côté... très intimidant. Ouais, c'est impressionnant, tu vois. Donc du coup, moi j'aimais bien les petits bidules pour ça aussi, parce que l'idée d'avoir quelque chose toujours dans sa poche ou dans son sac, c'est cool. Parce que moi, je sais pas quand est-ce que je vais avoir envie de faire une photo. Oui, à tout moment, tu peux dégainer le smartphone et il y a un côté très pratique. En tant que photographe, moi, par exemple, j'ai eu vraiment la sensation, jusqu'à l'arrivée des smartphones et des petites caméras que quand j'avais pas d'appareil photo dans mon sac, c'est comme si je sortais tout nu dans la rue, tu vois. Je vois. Et je rebondis sur ce que tu disais par rapport à la caméra qui peut un petit peu intimider. J'ai tourné un petit clip il y a un mois pour un ami chanteur, rappeur, et il y avait une actrice qui avait donné son accord pour jouer, mais qui était très très intimidée, était très très stressée à l'idée de passer devant la caméra. Elle a passé, je pense, une première matinée vraiment très stressée, mais quand elle a vu parce que j'avais pour accord de faire le clip entièrement à ma façon avec juste un smartphone, elle m'a confié, le fait que ça soit au smartphone, ça passe carrément mieux, ça m'a vraiment dédramatisé, déstressé. Et je pense que ça peut être un plus sur certaines productions où il y a des gens qui n'ont soit pas l'habitude d'être sur un plateau, ou soit un peu timides. Le louche, il a toujours été dans ce trip-là. Oui, il a fait des longs métrages entiers. Hein. Il fait tous les 3 derniers films long métrage qu'il a fait, tous étaient tournés avec un iPhone. Il y a cette notion justement, le rapport psychologique avec l'outil entre la caméra et la personne que tu filmes qui est hyper important, quoi. Absolument, ouais. Je vais te montrer juste l'intro du clip dont je te parlais. Donc là on est en matériel, juste un iPhone, un petit stabilisateur et des filtres ND. Rien de plus. Et également monté sur smartphone. Voilà. Est-ce que tu veux continuer à regarder en entier ou... Je continue un petit peu. Vas-y. C'est cool. Donc, je veux te dire, en gros, moi, ce qui, par rapport à l'esthétique, cinéma, on va dire, entre guillemets, c'est que, tu vois, sur les plans larges, j'ai aucun problème avec le fait qu'on ait une profondeur de champ qui soit quasiment infinie. Par contre, sur des plans plus serrés comme ça, c'est là où il y a un côté... C'est le problème du smartphone, on n'arrivera pas à avoir le fameux bokeh, Et c'est pas avec le mode cinématique qu'ils nous ont foutu. Je l'ai testé, c'est marrant, mais c'est pas... Faut surtout pas regarder sur grand écran, tu vois, parce que ce que j'aime dans ton clip, c'est qu'il y a un gimmick. Souvent, il y a l'erreur que je trouve que font des gens qui réalisent des clips et qui commencent, c'est d'aller chercher l'effet pour l'effet. Toi, tu utilises des effets, t'as trouvé ton petit gimmick là, mais du coup, tu vois, tu le répètes, il y a une espèce de répétition qui fait que ça fait partie de l'esthétique globale du truc. C'est ce que j'essaye de faire, ouais. En fait, j'essaye beaucoup de compenser parce que j'ai conscience des problèmes et des défauts du matériel que j'utilise et j'essaye de le compenser avec des petites idées de réal qui peuvent... pour moi, c'est pas des défauts, c'est-à-dire que tu vois... Si on l'utilise bien, c'est pas forcément des défauts. Là, ton clip, il marche très bien. Il y a pas de... Pour moi, il y a rien de rédhibitoire, tu vois. C'est au contraire. À part, on a évidemment ce bokeh qui peut faire défaut. Après, c'est parce qu'on a l'habitude, si tu veux. C'est intégré dans l'inconscient collectif maintenant que l'esthétique du cinéma, elle passe par ses effets de bokeh. Je suis d'accord. Mais elle passe par ses effets de bokeh depuis qu'on tourne en 35. Mais quand on faisait du Super 16, même avant plus petit format de péloche, il n'y avait pas de bokeh. Mais après, maintenant, tu vois, il y a le côté aussi anamorphique et tout ça. Mais cette esthétique-là, elle est arrivée assez tardivement dans l'histoire du cinéma. Est-ce que c'est un petit peu la photo qui a influé sur ça parce que... Bien sûr. Faut pas oublier qu'en fait, à la base, la photo et le cinéma, c'était le même support physique. La pellicule argentique 35 mm, c'était la même chose que le 24-36. Sauf que en péloche, en fait, en cinéma, le film il défilait de façon verticale. Donc en fait, on avait une image qui était dans ce format dit APS-C maintenant, tu vois. Alors qu'en photo, le 24-36, la péloche, elle défilait de manière horizontale. Donc on avait de quoi faire une image un peu plus large. Donc on prenait plus de place sur le film. Ça a bien changé l'époque maintenant. On peut faire des images avec un boîtier. Petite caméra. C'est vrai que c'est impressionnant. C'est un outil qui est hallucinant quand même. C'est très très impressionnant. Moi j'ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps pour une amie qui est chocolatière et qui fait. Tu vois, je l'ai aidé à faire une petite vidéo. À un moment, il fallait que je filme la machine qui, tu sais, qui fait remet le chocolat, comment ça s'appelle, le beurre de cacao avec la poudre de cacao broyée, et ça te fait un espèce de liquide, et donc c'est un espèce de truc de bain qui tourne comme ça. Et je me suis dit putain, mais si je set up ma caméra là maintenant, j'en ai pour 20 minutes. C'est-à-dire qu'en gros, il faut que je mette un objectif macro, il faut que je prévoie la lumière, il faut que je mette un pied avec un déport pour que je sois au-dessus du bol avec le truc, avec le flip, que du reste j'ai ma minette LED qui est tombée dans le chocolat. Au final, j'ai dit bon, je vais le faire à l'iPhone. J'ai pris mon iPhone, j'ai fait
Clic-clac, merci Kodak. Et le rendu est beau. Fini, quoi. Le rendu est top. Ouais, bah, dans le film, tu vois pas la différence. Hein. Bah, c'est une bonne anecdote, ça. Est-ce que tu as d'autres anecdotes marrantes sur un tournage? Oh là là, j'en ai plein. Celle qui te fait le plus marrer. Écoute, un des souvenirs les plus incroyables de ma jeunesse, j'avais donc 21-22 ans quand j'ai commencé à TLM, je sais plus. À l'époque, donc Patrick, il savait pas très bien parler anglais. Moi, j'étais pas très bon non plus, mais à un niveau suffisamment un petit cran au-dessus. Et du coup, je me suis retrouvé à devoir faire les interviews. C'était un magazine qui s'appelait Chaud Devant. Et moi, j'ai ce truc-là, j'ai toujours osé, en fait. Il y a des trucs sur lesquels, pour moi, c'était pas grave de me planter, tu vois. Donc, et un jour, Patrick me dit tu connais Robert Plant? Robert Plant, c'est le chanteur de Led Zeppelin. D'accord, Led Zeppelin, pour moi, c'est un des plus grands groupes de toute l'histoire du rock'n'roll, quoi. Il me dit bon, c'est toi qui fais l'interview ce soir. Ah. Beaucoup de pression. Voilà, et il m'a... Non, mais oui et non, parce que c'était, je sais pas, ce truc un petit peu... mon entrée dans le game en tant que réalisateur multicam, c'est un accident, quoi. À cette époque-là, je bossais aussi à Annecy, très vite, je faisais des allers-retours entre Annecy et TLM, parce que c'était la même boîte. Donc à Télé 8 Mont-Blanc, il y a un réalisateur qui s'occupait donc de l'émission du soir. Donc l'émission du soir, il y avait un jeu télévisé, après il y avait le JT, puis après il y avait un débat, et le réal a eu un accident de voiture. Le patron de la chaîne, moi j'étais à l'époque vraiment tout en bas de l'échelle, je faisais ce qu'on appelle le collage pub. C'est-à-dire que le collage pub, c'était tu prenais toutes les publicités et tu les montais bout à bout sur une cassette. Okay. Pour les insérer pour qu'elles puissent après être diffusées. Voilà. Il y a le patron de la chaîne qui est venu dans mon box de montage et qui me dit Emmanuel, on m'a dit que tu savais, t'avais déjà fait de la réalisation multicam. Je dis bah ouais. J'avais fait un multicam une fois sur un concert de potes et un deuxième sur le concert de fin d'année de l'école dans laquelle j'étais, tu vois. D'accord. Bon, ce soir, c'est toi qui réalises le JT et tout ça. Je me suis retrouvé en réalisateur avec mon intercom. Et je savais absolument pas comment ça marchait. Je savais juste que tu avais des boutons, que tu pouvais donner des ordres au cadreur, que d'accord, mais tu avais une script qui savait le déroulé de l'émission. Donc, tu vois, j'ai fait des conneries. J'ai balancé une mire de barre et un noir à l'antenne, mais... Voilà, au moins, tu l'as fait. Je l'ai fait. Ça ouvre des portes derrière. Ouais. Ça, c'est une belle anecdote aussi. Est-ce que tu es amateur de cinéma? Grave. C'est une question difficile, mais est-ce que tu sais me dire, même si ça change tout le temps, ton top 3 en ce moment de tes films? Je suis pas le truc, tu sais, le meilleur ami, la couleur préférée, truc comme ça. Oui, mais là, en gros... Pour moi, il y a un monsieur dans le cinéma qui est un peu sous-estimé, ou pas très très connu, ou pas très populaire. C'est un réalisateur belge qui s'appelle Jaco van der Mel. Je suis absolument fan de cet homme-là. Je pense que si je pourrais me contenter de partir sur une île déserte avec juste sa filmographie à lui, il a dû faire 5 longs métrages. D'accord. Donc le premier s'appelle Toto le héros, le deuxième s'appelle Le 8e jour, vous l'avez forcément vu parce que c'était un film avec Daniel Auteuil et des acteurs qui étaient trisomiques, qui avaient été à Cannes et tout ça. Il y en a un autre qui s'appelle Mr. Nobody avec Jared Leto, qui est je vois très bien. Chef-d'œuvre aussi. Il est très très bien ce film, incroyable. Et le dernier, c'est le Tout Nouveau Testament, qui est un film complètement incroyable aussi. Voilà, ce mec-là, moi, il me... En plus, j'ai eu la chance il n'y a pas très longtemps de rencontrer Didier Denec, il y a une interview de Didier sur ma chaîne qui fait 1 heure, qui est un comédien un peu fétiche et copain de ce grand maître du cinéma. Après, voilà, moi je suis assez classique, j'aime bien Spielberg, j'aime bien Fincher, j'aime beaucoup Terry Gilliam. Un de mes films de chevet, c'est Brasil. J'avoue que Villeneuve... J'aime beaucoup, moi, Villeneuve. Il sait faire des jolies choses. Il est fort. Il est très très fort. Très fort, c'est joli, c'est très très beau ce qu'il fait. Est-ce que tu as un accessoire de tournage favori? Si tu devais avoir qu'un seul truc, hors caméra, hors machin, mais quelque chose sur un tournage qu'il te faut absolument, qu'est-ce que ça serait? C'est une question... moi, si tu veux, le grand kiff pour moi, vraiment le grand kiff absolu, c'est quand je peux ne pas avoir d'accessoires de tournage. Ah, t'es comme moi, t'aimes bien le minimalisme. Moi, c'est ce que j'ai... Tu sais, avec l'arrivée des hybrides, moi j'étais fou, red dingue du GH1 quand il est arrivé en 2009, parce que t'avais un boîtier hybride hyper bien conçu. Bon, c'était limité en qualité, il y avait plein de petits défauts, tout ça, mais l'outil en lui-même, cet écran rotatif, le fait d'avoir un viseur électronique, le fait d'avoir un outil tout petit qui filme dans une qualité incroyable et tout ça dans un prix abordable. Si, un micro peut-être, parce que il n'y a aucune caméra qui a un son interne suffisant. Exact.
Voilà. Je me suis beaucoup foutu de la gueule au début à l'arrivée des photocams, des appareils photo qui filment. Il y a beaucoup de gens qui se sont... ça s'est un peu calmé, mais c'est toujours là. T'achètes un boîtier qui est tout petit, qui est hyper compact, que tu peux manipuler, mettre dans tous les sens, faire comme tu veux. Et les gens, ils faisaient quoi? Leur premier réflexe, c'était de mettre une cage, une crosse d'épaule, un follow focus, un écran externe, une minette, des micros, des machins, une batterie externe et un truc comme ça. Pour faire quoi au final? Pour faire en sorte que ça ressemble à une grosse caméra. Mais dans ces cas-là, les gars, allaient acheter une grosse caméra. On retrouve ça sur le smartphone, où je suis abonné à des pages, j'aime bien connaître l'actu, où il y a des mecs qui ont conçu des petits rigs ou des machins, où on peut venir mettre des optiques professionnelles avec un adaptateur, sauf que du coup après t'as un bousin comme ça, avec une cage, un machin, c'est ça, et le côté smartphone, bon bah à quoi bon, autant acheter une vraie caméra qui... Ça, je reviens à ta première question sur est-ce que le smartphone est un bon outil ou pas. Il y a un outil à chaque utilisation, tu vois, au final. C'est-à-dire que moi, si je vais filmer un long métrage, oui, tu peux le faire avec un smartphone, mais si j'ai les moyens pour le faire, je préfère tourner avec une Red, une Venice, une Varicam ou une Alexa, tu vois. Il y a de l'affinité aussi peut-être avec, j'en reprends ton expression de l'artisan et son outil, peut-être sur un réalisateur comme Lelouch qui aura envie de bosser avec un iPhone pour des raisons qui lui sont propres. Et ça, si tu vois, j'ai un conseil à donner, arrêtez de changer de matos tous les 6 mois. C'est la question d'après justement, quel conseil tu donnerais à des gens qui veulent se lancer? Ah bah ça, arrêtez de changer de matos tous les 6 mois. C'est qu'il y a un moment aussi, tu l'as abordé dans ce que tu disais juste avant, le rapport entre l'artisan et l'outil, il est aussi dans cette histoire de répétition. Et moi, par exemple, tu vois, l'année dernière, j'ai fait une crise. Je suis parti il y a 1 an, pour tourner le making-of de pub pour les motos Honda. Et j'ai amené tout ce que je pouvais trouver, j'ai appelé tous les constructeurs, j'ai dit envoyez-moi tout. J'avais donc le Lumix S5, le S1H, j'avais R5, R6 Canon, j'avais XT4, j'avais GFX100 et j'avais le Nikon Z6. Un buffet à volonté. Voilà. Et au final, j'ai cru que je devenais fou. Trop de possibilités, Pas trop de possibilités, mais le fait de passer d'une ergonomie à l'autre sans arrêt, au bout d'un moment, tu sais plus où sont tes boutons, tu sais plus sur quel truc il faut appuyer, tu commences à faire des conneries, à te mélanger les pinceaux, parce qu'on a une grande capacité d'apprentissage, mais il y a un moment où il y a des choses qui se croisent, qui se ressemblent un peu, et du coup, voilà. Et au final, voilà, développer une complicité avec une ergonomie et entretenir ce truc-là pendant des mois et voire des années, ne plus avoir à réfléchir de savoir où est-ce qu'il faut que j'appuie sur quel bouton dans quel menu pour faire ci ou ça, je trouve que c'est un immense avantage. Arrêtez de changer de boîtier, de caméra, de bidule. Maîtrisez ce que vous avez. Tu vois, moi, par rapport à ma chaîne YouTube, mon blog avant, ou même sur les réseaux et tout ça, souvent j'ai des gens qui me disent « Ouais, j'ai tel matos, j'ai fait ça, est-ce que tu peux me donner ton avis? Est-ce que tu penses que si j'achetais ça, je vais devenir meilleur ?» Eh ben non, c'est pas parce que quand t'es guitariste, c'est pas parce que t'achètes une Stratocaster série L des années de 1954 que tu vas devenir un meilleur guitariste. Avant de démarrer ma chaîne, j'étais tombé sur un article qui m'avait beaucoup motivé. C'était un grand photographe, je saurais plus te donner la ref, mais qui s'était donné dans l'optique, sans jeu de mots, de prouver que c'est pas le matériel qui fait l'artisan. Et il avait pris un appareil photo dans un jouet enfant, quoi. Et il avait fait des très beaux clichés qui avaient été exposés. Il avait reconnu les défauts du matériel et adapté ce qu'il voulait faire. Et c'était très malin, j'avais trouvé la démarche intéressante. Oui, je sais plus qui c'est, il y a une vidéo qui traîne sur les trucs de streaming sur le Dailymotion américain. Voilà, sur le Dailymotion américain. Il y a un mec qui faisait ça aussi, je crois que c'est Kay qui, sur sa chaîne, en fait, il amenait des gens, à l'époque où il était encore à Hong Kong, il amenait des influenceurs du Dailymotion américain en leur imposant une caméra. Et je crois que c'est Philippe Bloom qui s'était retrouvé avec une caméra Barbie ou je sais pas quoi. Voilà, l'idée c'est justement d'aller dans ce sens-là. Mais il y avait une autre vidéo qui était assez chouette, je me rappelle plus comment il s'appelle, qui est assez bon, un ricain, et où le challenge c'était d'un côté t'avais un amateur qui avait genre une Red Monstro et des optiques de ouf, caméra, et lui en gros il avait un 650D petit boîtier, voilà, pour montrer justement que bah voilà, c'est le truc qui fait l'image, c'est l'œil, c'est la sensibilité, c'est le métier, c'est les heures de vol. J'ai une autre anecdote si tu permets. J'ai un ami qui s'appelle Patrice Murciano, qui est un artiste peintre de renommée
international. D'accord. Cet homme-là, il cumule plein de techniques, c'est-à-dire souvent il part de photos, il redessine par-dessus avec la palette, avec un logiciel, tu vois, souvent sur iPad du reste. Après, il fait des tirages et il repeint par-dessus. Souvent, donc on travaille ensemble et je fais un peu son assistant, c'est-à-dire que je mets en place sa lumière, son setup, voilà. Il s'occupe de la partie stylisme et moi je m'occupe de la partie technique de la photo et puis des fois je l'assiste aussi, je shoot, enfin voilà. Et là, on était en train de préparer un tableau pour une de ses amies qui lui avait commandé et qui voulait que ce soit sa fille qui pose. Et donc on prépare la séance et pendant la séance, moi je faisais des photos avec mon iPhone et il y avait la maman de la gamine qui avait 15 ans, tu vois, qui était là et qui faisait des photos, elle avait le même iPhone que moi. Et puis elle arrêtait pas de me regarder, tu sais, je regardais mes photos comme ça, puis au bout d'un moment elle vient de me voir, elle me dit je comprends pas. On a le même iPhone, toi tes photos elles sont classe, les miennes elles sont pourries. Pourquoi ? Je lui dis écoute, je sais pas pourquoi, si ce n'est que je vais te donner un seul conseil, c'est que la plupart des gens quand ils font des photos, que ce soit avec un smartphone, un appareil photo, n'importe quoi, c'est qu'ils voient un truc qui leur plaît, hop, ils prennent leur truc, clac, ils prennent la photo. Je dis moi la photo, je la réfléchis. Tu vois, j'attends, je positionne, je choisis le cadre, je choisis l'angle, je choisis la lumière, et j'attends le bon moment, le fameux instant décisif cher à monsieur Cartier-Bresson, c'est-à-dire qu'il y a un moment pour prendre une photo. C'est super relou en fait de te balader avec un pote photographe. Je peux me poser le cul sur un rocher et attendre que le soleil y soit là, qu'il y ait une mouette qui arrive là dans mon cadre, et je reprends pas la balade tant que j'ai pas ma photo, quoi. Si vous aimez pas ça, randonnez pas avec des photographes, quoi. Non, ils sont chiants. Cette dame, je lui ai dit, ben voilà, arrête de faire la photo avec ton appareil, ton smartphone. Fais la photo avec ton cœur, avec ce que tu ressens. Attends que ce soit joli dans l'image avant de déclencher. Et ne pas hésiter à se déplacer et à se mettre plus bas s'il faut. Les gens souvent dégainent et prennent à hauteur d'homme, mais que peut-être ça rendra mieux si on se baisse. Ou utiliser la technique du JMNPP, tu sais, je me mets plus près. Par exemple. Au lieu de faire un zoom. Par exemple. Qui dégrade la qualité d'image. Absolument. Comment tu vois l'univers audiovisuel dans 10 ans ? À la vitesse où ça va, c'est clair que je pense qu'il y aura de moins en moins de différenciation entre les outils professionnels et les outils non professionnels. Les deux univers vont se rapprocher. Il va y avoir déjà, on a vu la convergence entre la photo et la vidéo qui va encore s'accélérer. La technologie intégrée dans les smartphones et dans les tablettes aussi. C'est pas impossible que le vrai truc pro pour faire de la vidéo ou de la photo, la différenciation, ça soit plus tu vois, smartphone, tablette. C'est-à-dire que je pense qu'il va y avoir des tablettes qui vont aller beaucoup plus loin à terme, avec un grand écran. Voilà, c'est évident que ce genre de choses, ça va rentrer dans... de plus en plus. Dans la poche professionnelle. Là, c'est bon, là, tu vois déjà l'arrivée du ProRes là-dedans, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres, quoi. Carrément. On va passer, j'ai une petite série de questions flash, ça sera du on-off, tu réponds direct, mais juste avant, est-ce que tu as le moindre mot à rajouter sur des projets ou sur ce que tu as envie de faire passer comme message ? Ce que je pourrais raconter, ce que je pourrais te dire, c'est ma chaîne YouTube, tu vois, pour moi, c'est quelque chose qui est très... Enfin, j'avais pas le droit de dire ça. C'est pas grave. Ouais. Le gage arrivera plus vite que prévu. Je revendique un certain atypisme aussi par rapport à ça, c'est-à-dire que je suis pas du tout dans l'esprit de gagner des abonnés, de faire, tu vois, je suis rentré un peu dans le game parce qu'il y a un moment où il faut quand même avoir un peu de visibilité. Ça reste une très belle vitrine. Ça fait 6 mois que j'ai rien posté, il peut se passer des mois et des mois sans que je poste quoi que ce soit, et j'aime aussi partir du principe que c'est mon média et que, tu vois, par exemple, il y a des interviews, je peux parler des fois de développement personnel ou d'amour ou discuter pendant des heures avec un comédien. Je suis pas dans cette espèce d'hyper spécialisation non plus, ça me ressemble pas mal. Mais voilà, la chaîne elle a 13 ans cette année. Ah quand même. Ouais. Au début je postais parce que je produisais des clips et c'était les débuts donc les gens savaient pas faire, tu vois, mettre leurs vidéos en ligne et tout ça. J'ai créé une chaîne, j'ai mis un clip dessus, des Babylon Circus que j'avais réalisé, qu'on tournait à Lyon, à la Sucrière. Et ce clip a fait pas loin d'1 million de vues. À l'époque surtout. Mais après j'ai perdu les identifiants. Le premier moment de YouTube, si tu perdais tes identifiants, t'étais mort en fait. C'était marqué en rouge si vous les perdez. Ah oui, la chaîne est cramée après. Donc depuis j'ai retrouvé, mais du coup j'ai une autre chaîne YouTube où il y a une vidéo qui a fait 1 million de vues. Et ben on va passer aux questions flash. Si tu étais un genre de film, qu'est-ce que tu serais ? Plutôt science-fiction. Science-fiction, ouais. Ok. Si tu étais un personnage de film ? Shrek. Shrek ? Ok. Si tu étais un film, lequel te caractériserait le plus ? Peut-être pour son côté loufoque, complètement barré et en même temps hyper subtil pour le côté sarcastique, la vision de la société. J'ai envie de dire Brésil aussi. D'accord. Si tu étais une série ? Alors si dans l'idée de quitter un truc qui me ressemble, je dirais Big Bang Theory. Si tu étais une musique ? Je sais pas, j'ai envie de dire Can't Stop des Red Hot. En quoi t'aimerais être réincarné ?
Alors, j'aimerais bien être réincarné en moi-même. T'es la deuxième personne à me sortir cette réponse. Mais en gardant, parce que moi je crois à l'incarnation, mais tu sais, dans ce principe-là, en fait, quand tu te réincarnes, tu n'as pas notion de ce que tu as vécu avant. T'as pas les souvenirs, ouais. Et j'aimerais bien, non pas avoir les souvenirs, mais avoir la connaissance. Avoir une vie où c'est un petit peu plus simple dans l'apprentissage, où tu conserves quand même un peu tes acquis de connaissances, ça me plairait bien. Si tu étais un plat maintenant. Un curry thaï avec des crevettes, du lait de coco et du curry vert. Bon, ça. Ouais. Ça c'est bon ça. Si tu étais une caméra, dans les genres de caméras, tu sais, GoPro, smartphone, réflexe. Alors je vais rendre hommage à mon ami Jean-Pierre Boviala qui nous a quittés il y a quelques temps et je vais dire une A minima de chez Aaton. Très bien. Caméra Rhône-Alpine, Grenoble. Ah oui. Ah bah ouais. Tu sais que notre région, au-delà des Frères Lumière, on a un berceau technologique des moyens techniques du cinéma. Donc Jean-Pierre Boviala qui est le fondateur d'Aaton, qui a été l'inventeur du timecode quand même, donc qui était aussi le créateur de ce concept de la caméra. Il appelait ça le chat sur l'épaule, tu sais, avec un souci d'ergonomie de caméra d'épaule qui était devenu une référence mondiale. Les caméras à Aaton, ça s'est cassé la gueule. Après, Aaton existe toujours. Maintenant, ils font plus que des enregistreurs son, mais t'as Angenieux à Saint-Etienne. Pierre Angenieux est l'inventeur du zoom. Puis voilà, puis les Frères Lumière. Les Frères Lumière. J'ai appris il y a pas longtemps que la lentille anamorphique avait été inventée en gros par un Français. Oui, qui s'appelle Chrétien, je crois. Oui, c'est ça. Tu préfères les tournages en grosse équipe, gros plateau, chacun à son poste, ou, maintenant je pense te connaître, tournage plus restreint où tu dois être un petit peu partout Je suis plus de l'école on est des potes, on fait des trucs ensemble et on y va et ça pousse la créativité. Plus artisanal qu'industriel. Je crache pas sur les grosses équipes et des fois c'est confortable. Et des fois il faut. Ouais, mais tu vois, je l'ai pas beaucoup, je l'ai un peu expérimenté au cinéma, mais plus à des postes de production ou ce genre de choses, mais sur la partie télé, moi en tant que réalisateur de captation de concerts, je me suis retrouvé avec des grosses équipes, avec plus de 50 personnes, tu vois, c'est sur des gros trucs. Un des plus gros trucs que j'ai fait, c'était une captation pour un ballet à l'Opéra de Lyon pour France 2. J'avais 12 caméras, je crois. Ah ouais. On tournait en HD, c'était en 2005. C'est le kiff aussi, tu vois, d'avoir... c'est limite si j'avais pas l'assistant qui me réglait la luminosité de mes écrans, donc un régie. C'est très différent. Mais à choisir, tu préfères quand même le petit côté... J'aime bien l'énergie, moi. J'aime bien le côté on mouille la chemise. Tu préfères sur une caméra avoir le meilleur objectif du monde ou le meilleur capteur du monde? Ouais, meilleur objectif. Tu préfères avoir des yeux qui voient en noir et blanc mais en 8K ou en couleur mais en 360p? Ah, c'est trash, ouais, je crois, noir et blanc. Ouais. Noir et blanc 8K? Ouais. Tu préfères que ta vie soit un live YouTube pour toujours, donc en continuant exactement ce que tu fais, mais tout le monde peut aller sur ta chaîne et voir ce que tu fais, ou ne plus bosser dans la vidéo? Je suis pas hyper pudique, moi. Oui. Faut que je me mette tout nu ou pas? Non. Ah merde. Ah oui, dès l'entrée, tu m'as proposé d'être tout nu. En fait, je trouve que cette notion, tu vois, c'est un truc qui me fait vraiment marrer, la notion des gens qui s'affolent des problématiques de vie privée alors qu'ils s'affichent sur les réseaux sociaux. Je pars du principe que si t'as envie d'avoir une vie privée, bah tu montes pas ta gueule sur les réseaux sociaux et puis basta. Cette notion-là, tu vois, les attaques contre Facebook, tout ça, bah je m'en fous. J'ai pas envie que ma vie soit un spectacle. Ouais. Par contre, je pars du principe que moi, dans ma propre vie, je m'inspire beaucoup des expériences des autres, des expériences de vie des autres, et je me dis que pourquoi pas, ma vie et mes expériences peuvent aussi servir, tu vois, devenir des sources d'informations pour d'autres. Donc c'est pour ça que je suis aussi dans cette démarche-là, de beaucoup transmettre ce que je fais, et voilà, donc... Après, je pense pas que ce soit hyper passionnant quand je vais aux toilettes, mais... Du coup, s'il fallait vraiment choisir entre les deux, le live à vie, le live à vie, ouais. D'accord. Et ben, on arrive au bout. Je te remercie vraiment pour ton temps et pour les réponses. C'était un super moment. Merci beaucoup de m'avoir accueilli. Chouette moment. Et puis, à tous ceux qui veulent aller voir ce que fait Emmanuel, il y a quelqu'un de passionnant, donc n'hésitez pas à aller checker la chaîne. Et merci encore. Merci à toi. Longue vie à tes aventures et à tes expériences et aux histoires que tu vas raconter. Parfait. Merci. Merci. Game over. Tu as perdu plus de points que tu n'en as gagné via le mot à placer. Il y aura un mini gage qui sera réussir à placer dans une de tes prochaines vidéos artichaut et ventilateur. Pas forcément dans la même phrase. D'accord. Peut-être éclaté. Okay.